Parce que nous accueillons maintenant le colonel Nachez qui va vous parler donc d'une expérience très particulière qui est celle de la Légion et de la manière dont la Légion s'empare de cette question des valeurs qui nous préoccupe depuis ce matin. Colonel, merci. Donc, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, donc je suis le colonel Nachez, je suis le colonel adjoint du général Morin, commandant la Légion étrangère. Et donc je remercie les organisateurs et organisatrices de m'avoir confié de présenter la Légion étrangère cet après-midi. C'était un grand honneur pour moi. Et puis je mesure la difficulté puisque nous sommes juste après le repas, donc c'est l'ère pédagogique, donc aussi l'intelligence des organisateurs qui ont mis le sujet Légion étrangère à 14h. Voilà. Donc je vais essayer de vous parler. Bon, je suis un passionné de la Légion étrangère. Hier, j'avais des journalistes allemands à Aubagne, voilà. Et finalement, je leur ai parlé pendant 3 heures de la Légion étrangère parce qu'on a déjeuné avec eux. Et je leur ai présenté la Légion étrangère comme un paradis. Vraiment, c'était le paradis. Bon, et à la fin, je leur dis, bon, il y a quand même les corvées. Voilà. Le général vous en a parlé. Le matin, il y a des corvées. Bon, c'est un petit peu moins drôle. Voilà. Alors, je vous ai mis ici la photo du thème de 2016. Bon, l'année dernière, 2015, on avait commémoré les engagés volontaires durant la guerre, 1915-1945. Hein, il y a énormément d'étrangers qui sont engagés au service de la France pour combattre et pour la France. Et ça se perpétue. Voilà. Alors, le thème de cette année, c'est 2016. 1976-2016, donc c'est 40 ans d'opérations extérieures. On peut dire que la première opération extérieure, c'est la photo que vous voyez en haut, c'est l'Oyada. L'Oyada, c'est en début février 1976. Un bus avec une trentaine d'enfants à l'intérieur est pris en otage par des terroristes du Front de libération de Djibouti, on va dire fort simple, appuyés par les gardes frontières somaliens. Voilà. Et donc, la Légion étrangère intervient. Donc, il y a la deuxième compagnie du 2e REP avec le capitaine Soubirou. Et il y a également le GIGN avec le lieutenant Proto. Voilà, parce que juste avant, il y a eu les attentats de Munich. Ça avait été une catastrophe parce que la police allemande n'était pas du tout préparée à neutraliser, je veux dire, des terroristes à distance simultanément. Et là, le lieutenant Proto, qui sortait d'école, a eu cette idée, et il a créé cette unité d'élite qui est le GIGN. Et ils se sont entraînés à neutraliser plusieurs otages voilà, d'un seul coup, 5-6 simultanément. Voilà. Et donc, il a pu mettre en œuvre cette technique à l'Oyada. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est les légionnaires de la deuxième compagnie du capitaine Soubirou, pourquoi ils sont montés à l'assaut, pour quelle valeur, c'était pourquoi. Voilà. Bon, si on réfléchit, parce qu'ils étaient préparés à ça, donc ils sont dans un groupe, dans une section, dans une compagnie. Hein, et si la compagnie monte à l'assaut, le légionnaire, il va y aller. Voilà. Mais aussi, ils savent très bien pourquoi ils sont là. C'est qu'il y a des enfants qui ont 6-7 ans, qui sont dans un bus, qui sont retenus en otage, et ils vont tout donner. Voilà. Ils vont tout donner, les légionnaires. Alors, je reviens sur le sujet, l'appropriation des valeurs de la République à la Légion étrangère. Bon, l'appropriation, on en a parlé, c'est l'adhésion, hein, si on fait ma propriété des valeurs. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et la Légion étrangère. Alors quand j'ai posé la question à mon chef, il m'a dit « la Légion étrangère existait avant la République ». Alors c'est pas faux, parce que la Convention et le Directoire, c'était 1792-1799, et ça ne s'appelait pas la Première République. C'est quand on a créé la Deuxième République en 1848 que les historiens ont appelé cette période la Première République. Donc, le chef a toujours raison. Voilà. Et ensuite, si je pose la question à un sous-officier, il m'a dit non, nous, c'est pas liberté, égalité, fraternité, laïcité, non-discrimination. Nous, c'est honneur, fidélité, la Légion. Et puis, nos couleurs, c'est pas le bleu, blanc, rouge, c'est le vert et rouge. Voilà. Donc, il s'engage à la Légion étrangère et il ne s'engage pas au service de la France. Imaginez-vous, Français dans l'armée américaine ou Française dans l'armée américaine. C'est pas facile de consacrer sa vie à un pays qui n'est pas le vôtre. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai failli être engagé par Caterpillar. Ben, ça me posait un problème
de faire de la stratégie au profit des Américains. Voilà. Je préfère être embauché par Olot, voilà, qui est une société française, mais je n'ai pas trouvé. Le seul qui m'a engagé, c'est le général commandant la Légion étrangère qui m'a dit « on a besoin de vous au Bogne ». Donc j'ai loupé ma reconversion. Voilà. Donc la Légion étrangère, elle a été créée en 1831 par le roi des Français, Louis-Philippe. Donc elle a été créée sous une monarchie, elle a traversé un empire et 4 républiques. Donc on voit malgré les troubles, je dirais politiques en France, la Légion étrangère est passée. Voilà. Et donc pourquoi? Je pense parce qu'elle a ses propres valeurs, qui sont l'honneur et la fidélité. Et le code d'honneur du légionnaire est arrivé après, hein, mais voilà, parce qu'elle a ses propres valeurs. Alors sans faire de la culture ou du conservatisme, hein, mais voilà. Et mon travail à moi, comme colonel adjoint, je suis un petit peu le vieux, et donc moi je rappelle les fondamentaux. Voilà. Quand je sanctionne un légionnaire, c'est toujours en rapport au code du légionnaire. Voilà. Tu ne veux pas être muté à Castelnaudary, mais tu as signé ton contrat et tu sais que tu es volontaire pour servir la France avec honneur et fidélité. Donc je te sanctionne parce que tu manques à tes devoirs. Ou un légionnaire qui ne veut pas signer, il veut par exemple, il veut résilier son contrat, il a signé un contrat de 2 ans et au bout d'1 an il veut partir. Je lui dis, tu as signé un contrat, c'est ta signature. Donc si ta signature ça ne vaut rien du tout, il faut me le dire. Voilà. Donc toujours en permanence des rappels à l'honneur et à la fidélité et au sens des valeurs. Voilà. Alors néanmoins, je ne vous ai pas fait un plan, première partie l'égalité, deuxième partie la fraternité, troisième partie la liberté, parce que je n'avais pas grand-chose à mettre dans la liberté. Alors ça faisait un petit peu bancal, donc je préfère, mais vous verrez, quand même je vais en parler, mais à travers une présentation générale. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser, si on reformule la question, c'est celle-là. Hein. Voilà, je vous laisse lire. Comment on fait, en fin de compte, pour faire l'amalgame entre 150 nationalités et des gens qui ne parlent pas le français? Parce que vous, en face de vous, vous avez des gens qui parlent français. Nous on a des gens qui ne parlent pas français. Donc, par exemple, les 3 conférences de ce matin, ce n'était pas la peine pour eux. Voilà. Vaut mieux aller faire un atelier dehors et voilà, leur expliquer, je ne sais pas, il faut être imaginatif. Voilà. Donc, et c'est difficile, le général, il a vu un adjudant-chef qui partait après 35 ans de service de la Légion étrangère, et l'adjudant-chef lui a dit, moi, tous les jours, je me suis posé la question si je n'allais pas déserter. Voilà. Pendant 35 ans, et moi, je fais les départs des sous-officiers et des militaires du rang tous les vendredis, et à chaque fois, dans mon bureau, il pleure, quoi, parce qu'ils quittent quelque chose qu'ils ont du mal, qui est sur leur cœur. Voilà. Donc, comment on arrive à prendre des étrangers et à leur faire risquer la vie? Voilà. La réponse, c'est la réponse du chef. Voilà. En retour, la France donne à ses étrangers, venus la servir librement, une patrie d'accueil et à vie, la solidarité légionnaire. Voilà. Alors, j'ai un autre exemple. Là, à la Légion, on ne dit pas des Français, on dit des Gaulois. Donc là, j'avais un sous-officier gaulois qui m'a dit, moi, je suis arrivé à la Légion étrangère, j'avais un casier judiciaire, et j'en repars, je suis conducteur de travaux. Voilà. Donc, ils savent ce qu'ils doivent à la Légion étrangère, et ils savent ce qu'ils doivent à la France également. Voilà. Mais ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne naît pas citoyen, on le devient. On ne naît pas légionnaire, on le devient. Voilà. Et au début, les légionnaires, la première semaine, ils ne comprennent rien au français, ils apprennent par cœur le code d'honneur du légionnaire. Et ils comprendront après à quoi ça sert. C'est un petit peu comme l'étape de multiplication, on apprend ça par cœur, et après on comprend à quoi ça sert. Voilà. Voilà, alors la Légion étrangère, hein, je dis, c'est une force combattante au service de la France, composée d'étrangers, hein, et c'est dès le temps de paix. Voilà, c'est qu'on n'attend pas d'être en temps de guerre pour recruter des étrangers. Et ce qui fait la cohérence de tout ça et la cohésion de tout ça, c'est un commandement unique, le commandement de la Légion étrangère, avec un général, hein, qui est le conseiller direct du chef d'état-major de l'armée de terre. Voilà. Et le général a une délégation totale du ministre de la Défense pour recruter des étrangers et mettre ensuite tous les moyens, hein, pour s'assurer que ces étrangers servent correctement la France. Voilà.
Alors ce qui est paradoxal, c'est que les légionnaires, ce sont des agents de l'État, mais ils ne sont pas français. Donc quand ils demandent un logement en région parisienne, on leur demande leur titre de séjour, mais ils n'en ont pas parce que voilà. Donc mon travail, c'est toujours voilà, d'expliquer pour la spécificité de la Légion étrangère, et puis ensuite de produire derrière des lois, des décrets, voilà, pour vraiment socler le statut des militaires à titre étranger dans la loi française. Alors, avant de vous parler de la Légion étrangère, je vais vous parler de son commandement. Comme ça, vous verrez bien ce que l'on fait. Au Commeleu, la mission du Commeleu qui est à Aubagne. Donc, nous, on est l'Académie Marseille-Aix-en-Provence. Voilà. On recrute, on forme et on accompagne. Alors, on recrute avec une direction des ressources humaines qui définit des parcours professionnels. Donc, ça, ce qui a changé, voilà, c'est un petit peu le mythe du légionnaire qu'on engageait pour l'envoyer en Indochine, et sur 3 légionnaires, il y en a un qui revenait. Là, maintenant, quand on engage un légionnaire, c'est pour lui dérouler un parcours de carrière sur 15-20 ans. Voilà. Donc, on va juger s'il a le potentiel pour être sous-officier, dans quelle branche il va être utilisé, l'infanterie, le génie, la cavalerie, les transmissions. Voilà, donc un vrai travail de DRH. On a une direction sécurité aux protections. Voilà. Notre différence par rapport à l'armée de terre, c'est qu'on engage d'emblée. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui veut s'engager dans l'armée de terre, il va aller dans un centre d'information et de recrutement et on va lui dire vous revenez dans 6 mois, quand on aura contrôlé votre identité, vos papiers, vos permis de conduire, on vous rappellera. Voilà. Nous, un étranger, on ne peut pas lui dire vous rentrez chez vous et vous revenez dans 6 mois. Il est là, le Chinois. Il ne va pas repartir en Chine et revenir dans 6 mois. Donc on doit l'engager tout de suite. Voilà. Ce qui fait qu'on l'engage, je dirais, sans papier ou sans certitude sur l'authenticité de ses papiers. Voilà. Donc il a une période d'1 an, ce qu'on appelle une période probatoire, où lui peut dénoncer son contrat, et nous aussi, autorité militaire, on peut dénoncer son contrat. Et ça arrive, les légionnaires qui nous ont menti à l'engagement, qui ne nous ont pas dit qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient un enfant, on les met dehors, voilà, tout simplement. Donc ça commence par ça, comme ça, l'honneur et la fidélité, ça commence aussi par des sanctions. Alors, on a un organisme qui dépend typiquement de la DPSD, la Direction de la protection et de la sécurité et de la défense. Donc c'est une annexe de la DPSD, hein, c'est pas une division propre à la Légion étrangère. Elle fonctionne avec les DPSD et également avec la direction centrale, la DCRI, voilà, avec la police, avec la gendarmerie. Voilà. Parfois, on est alerté par les gendarmes qui nous disent attention, vous avez un tel qui va se présenter au recrutement. Bon, on vous demande de ne pas le recruter. Voilà. Donc, il n'y a pas c'est en transparence totale, je dirais, avec les lois françaises, le recrutement. Rayonnement patrimoine, on a une musique de la Légion étrangère, donc vous pourrez la voir samedi soir, puisqu'elle va faire l'ouverture, elle va jouer les hymnes nationaux pour le crunch, pour le match France-Angleterre, au Parc des Princes. Donc vous verrez la musique de la Légion étrangère samedi soir. On a un musée, le musée de la Légion étrangère, où c'est le creuset où toutes nos valeurs se retrouvent. Voilà, on a des classes de collège qui viennent visiter le musée. Je crois qu'on a 40 classes qui viennent en 2016 pour visiter le musée. Et on leur parle des valeurs de la Légion étrangère à travers des salles de présentation. Voilà. Et on a également un magazine qui s'appelle Képi Blanc, qui paraît tous les mois, et dont les bénéfices servent à financer l'institution des Invalides de la Légion étrangère qui est à Puy-Loubier. Donc cette ILE appartient à la 4e division, là, à la division Entraide Solidarité, hein, parce que nous avons, dans chaque régiment, nous avons des foyers du légionnaire, ça s'appelle des succursales, qui sont rattachés à une portion centrale qui se trouve à Aubagne, et tout ça, ça fait partie d'un établissement public. Voilà. Et on a également un foyer d'entraide de la Légion étrangère, où des gens font des dons ou des laits, voilà, et donc qui sont donnés pour la Légion étrangère. Et cet organisme, le foyer d'entraide de la Légion étrangère, est aussi un établissement public. Donc je suis président du cercle mixte Légion étrangère et vice-président du foyer d'entraide de la Légion étrangère. Donc vous voyez, la démocratie se joue aussi à la Légion étrangère et la liberté aussi,
puisqu'on a des conseils d'administration. Et si un régiment veut acheter un ordinateur pour son foyer, et si dans le conseil d'administration, tout le monde, on peut voter qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et en fonction du vote, voilà, la chose est achetée par le cercle ou non. Voilà. Donc, il y a aussi un petit peu de liberté, de démocratie à la Légion étrangère. Alors, la Légion étrangère, on le voit ici, c'est pas une armée en soi, elle est partie intégrante de l'armée de terre. Toutes les unités de la Légion étrangère appartiennent à différentes brigades. Vous voyez en bleu, alors c'est ce qu'on appelle les formations du socle. À Paris, on a le groupe de recrutement de la Légion étrangère, le GRLE, groupement de recrutement de la Légion étrangère. À Castelnaudary, nous avons le 4e régiment étranger, où les légionnaires sont instruits pendant 4 mois. Voilà, ils sont recrutés, on les instruit, l'instruction de base à Castelnaudary. Le Comleu, je vous en ai parlé, avec son régiment d'appui au commandement, qui est le 1er régiment étranger d'Aubagne. Ensuite, on a des régiments qui sont sur le territoire national, en métropole. Donc le 1er reg à Laudun, le 2e RU à Nîmes, le 2e reg à Saint-Christol, le 1er reg à Carpiagne et le 2e rep à Calvi. Voilà. Et là, les régiments hors métropole, le 3e régiment étranger d'infanterie qui est à Kourou, le détachement de la Légion étrangère de Mayotte et la 13e demi-brigade de la Légion étrangère qui était au ZAU et qui est en cours de transfert au Larzac. Alors peut-être que vous avez vu ce que ça se passe. Alors, vous voyez, la Légion étrangère, dans sa création, initialement, c'était à l'extérieur de la France. Voilà. Et là, on s'aperçoit que maintenant, les régiments de Légion étrangère, ils sont métropolisés. Voilà. Donc et il y aura moins de possibilités pour les légionnaires de partir hors métropole, comme ça a été le cas, cette période qui était décrite par le général Gillet, où, en fin de compte, on pouvait se faire des opérations partout dans le monde en étant à peu près dans un espace, un environnement qui était safe and secure. Hein. Maintenant, voilà, on garde la France. Hein, on avait l'habitude de dire à l'école de guerre que l'ennemi n'était plus à nos frontières, mais il n'y avait plus de frontières à nos ennemis. Voilà. Donc maintenant, les combats se passent sur le territoire national. Et on le voit, c'est traduit par le déploiement de la 13e DBLE au Larzac. Alors, c'est un choix politique, la Légion étrangère. Comme on l'a vu, ça a traversé plusieurs périodes. Et vous voyez, c'est le roi des Français qui a soclé, en fin de compte, la Légion étrangère. Mais, comme l'a dit le dernier intervenant ce matin, il y a toujours eu des soldats français étrangers au service de la France. Il y a eu les compagnies écossaises de garde du corps, il y a eu les régiments de la garde suisse, les hussards hongrois et mamelouks, et il y a eu la Légion de Hohenlohe. Voilà. Donc la Légion étrangère, elle est héritière du régiment de Hohenlohe, parce qu'on retrouve un petit peu les couleurs vertes et rouges de ce régiment. Alors, donc, en 4 parties. Donc, là, je vais vous parler de la sélection et du recrutement, le statut à titre étranger, l'attrition et la fidélisation, et l'entraide et la solidarité. Et je vais utiliser le prisme des valeurs de la République, l'égalité, la fraternité et la liberté. Voilà. Alors d'abord, la sélection et le recrutement. Voilà. Il y a tout d'abord des tests physiques, voilà, avec une aptitude médicale irréprochable, ce qu'on appelle le CIGICOP. Donc S, membre supérieur, I, inférieur, G, les gènes, Y, les yeux, C, le chromatisme, O, les oreilles, P, le psychisme. Voilà. Et là, vous êtes passé au crible des médecins. Et si les légionnaires sont beaux, ils sont des beaux gaillards, des beaux garçons, c'est surtout grâce aux médecins qui font la sélection. Voilà. Parce que tous ceux qui ont les jambes un petit peu arquées ou dans l'autre sens, on sait qu'ils ne vont pas supporter de marcher 60 kg avec un sac à dos de 20-30 kg sur le dos. Donc d'emblée, ils sont éliminés. Donc il y a vraiment une sélection, physique d'emblée par le service de santé des armées,
parce qu'ils savent que les conditions d'emploi sont vraiment extrêmes et que ça ne sert à rien d'engager quelqu'un si 2 ans après, il est inapte opérationnel parce qu'il a mal au genou, il a mal au dos, il a mal au coude, tout ça. Ça nous arrive, ces gens-là, on les suit, hein, mais on évite d'emblée quelqu'un qui peut arriver avec un problème de le prendre. Voilà. Alors, le taux de sélection, il était de 1 pour 8, et depuis qu'on est amené à surrecruter, il est de 1 pour 5. Voilà. C'est un recrutement qui se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire toutes les semaines, et on a 60 candidats qui se présentent à Aubagne, et on en prend 40. Voilà. Donc, et le recrutement, ça se fait en métropole, on ne peut pas le faire à l'étranger. Voilà. Et on n'a pas de section de jeunes dans les régiments, voilà. On fait l'amalgame, c'est-à-dire qu'un jeune légionnaire affecté dans un régiment, il va aller dans une section avec des plus anciens. Mais les plus anciens, ils ont été jeunes légionnaires dans les sections. Voilà. Donc, ça fonctionne comme cela. Et c'est aussi la deuxième chance. Alors, je parlais de l'amalgame. La deuxième chance, effectivement, on peut engager sur simple déclaration d'identité. Voilà. Le COMLE assume vis-à-vis de l'autorité publique l'incertitude qui est liée à l'emploi sous statut d'agent de l'État, un personnel dont on n'a pas pu contrôler l'identité. Et cette identité, elle sera contrôlée par la suite. Voilà, on a 1 an pour le faire, et en 1 an, on sait à qui on a affaire. Voilà. Alors, la diversité des légionnaires, vous voyez où on recrute essentiellement. Alors effectivement, Europe centrale et balkanique, voilà, plus de 20%. Le monde occidental, donc 12,5%. L'Amérique latine, l'Afrique noire, le monde arabe, l'Asie et la France. Voilà. Notre difficulté, c'est quand même de recruter des Gaulois, parce que la langue parlée, c'est le français. Donc les Gaulois à la Légion étrangère nous permettent quand même de relayer les ordres, voilà, et d'apprendre aux non-francophones le français. Voilà. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer le principe d'identité déclarée. Donc M. Dupont se présente à la Légion étrangère. On n'est pas sûr de son identité. On va l'appeler le légionnaire d'Ancourt. Et il aura uniquement une carte d'identité militaire qui lui permettra de se déplacer en France. Voilà. Donc effectivement, ça le prive de liberté. Il ne peut pas aller à l'étranger, il ne peut pas acheter une voiture, il ne peut pas faire un crédit, il ne peut pas acheter une maison, il ne peut pas se marier. Mais c'est le prix à payer pour être engagé à titre étranger dans l'armée de terre et au service de la France. Voilà. Et cette liberté, il va la retrouver au fur et à mesure de son contrat, oui, parce qu'une fois qu'il est régularisé de situation militaire, ce qu'on appelle RSM, voilà, il retrouve sa vraie identité, il peut s'appeler M. Dupont. Voilà. Mais nous, on a eu le temps de vérifier effectivement qu'il s'appelait M. Dupont, que son prénom est le bon, que la date de naissance est bonne et que le lieu de naissance est le bon. Voilà. Et on a aussi des légionnaires qui peuvent s'engager sous leur vraie identité, qui s'appelle par exemple M. Durand. Il peut s'appeler légionnaire Durand, mais il faut qu'il se présente avec un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance. Voilà. C'est la seul papier qui nous permette de certifier qu'effectivement on a bien M. Durand en face de nous. Voilà. Alors pourquoi il s'engage, le légionnaire ? Besoin d'aventure et attrait du départ. Voilà. Il est en recherche de soi et quête de référence et de repères. C'est vrai qu'on a beaucoup de candidats, c'est malheureusement des problèmes familiaux, plus de père, plus de mère, mère alcoolique, père alcoolique, violence conjugale. Voilà. Donc on a des gens qui sont déjà cassés un petit peu déjà à 21, 22, 23 ans et qui cherchent un refuge à la Légion étrangère. Voilà. Donc ils recherchent des valeurs. Ils recherchent des camarades, tout ce qu'ils n'ont pas eu avant. Voilà. Une revanche sur la vie, ils recherchent de la perfection. C'est vrai que quand je vois partir des légionnaires au bout de 5 ans, je leur dis, n'oubliez pas tout ce que vous avez appris à la Légion étrangère, en termes de rectitude, en termes
Si on vous dit 8 heures, c'est pas 8h05, c'est 8 heures. Voilà. Toutes ces choses-là, mettre des carnets de bord dans les véhicules, pour nous, c'est tout bête, mais j'ai un sergent engagé dans une société et le dirigeant de la société lui dit « j'ai un problème avec mon parc de véhicules, je ne sais pas où ils vont, où ils partent, quand est-ce qu'ils reviennent, le carburant, c'est pareil, je ne sais pas. » Il était sergent, il dit « pas de problème, je m'en occupe ». Il a fait comme à l'armée, il a mis des carnets de bord dans les véhicules, et quand on veut partir avec un véhicule, on vient de percevoir le carnet de bord et la clé, et après on remplit le carnet de bord. Voilà. Bon, maintenant, il est passé directeur logistique de cette société. Hein. Voilà. Donc des choses simples, hein, faire bien les choses simples, c'est ce qu'on leur apprend. Et on a des légionnaires qui font des carrières fantastiques dans le civil. Hein. On a Simon Murray, un Anglais, qui est milliardaire, hein, qui a fait sa vie en Asie, dans la finance, et qui revient toutes les années, il revient à Cameroun en hélicoptère. Il atterrit avec son hélicoptère dans le quartier, et il voit ses camarades. Voilà. Donc, voilà. Alors, le recrutement, on recrutait en 2014 1000 légionnaires par an. Voilà. Donc, c'était à peu près 20 par semaine. Voilà. Et là, depuis l'attentat de Charlie Hebdo, l'armée de terre a pu recruter 14 000 soldats en plus. Et comme la Légion étrangère n'est pas étrangère à l'armée de terre, nous, on a pu recruter 700 légionnaires en plus pour l'année 2015. Voilà. Donc, on est parti en janvier, février, mars, je dirais, sur une courbe normale. Et ensuite, à partir du mois d'avril, oui, on a décollé et on a tangenté vers les 1800. On a essayé de faire 1831, mais on s'est arrêté à 1798. Voilà. Et alors, ce que vous voyez, l'avantage, c'est que la Légion étrangère, elle recrute mondialement. Donc, on a un bassin de recrutement qui est énorme. Voilà. Donc, il nous a suffi de ne pas baisser en termes de critères de sécurité, mais on a baissé un petit peu en termes de critères de physique. Voilà. Quelqu'un qui ne faisait que 5 tractions, ben on l'a pris, alors qu'avant, on ne l'aurait pas pris. Et comme ils sont jeunes, à 22-23 ans, on leur apprendra à faire des tractions et 6 mois après, ils en feront 20, quoi. C'est pas un problème. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que l'armée de terre a cette capacité de recruter rapidement grâce à la Légion étrangère, parce qu'on n'a pas ce décalage de 6 mois par rapport à ce qui est fait dans l'armée de terre. L'armée de terre, elle a commencé à surrecruter 6 mois après nous, c'est-à-dire en 2016. Voilà. Alors l'égalité, hein, la valeur d'égalité, on la trouve parce que c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont tous légionnaires. Voilà. Mais quand ils arrivent avec leur sac, les candidats, ils arrivent en tenue civile, le petit sac, tout ça. Ils mettent tout dans le petit sac, voilà, même le slip. Voilà. Et on leur donne tout identique. Slip, brosse à dents, tube de dentifrice. Et c'est la même règle pour tout le monde. Voilà. Donc l'égalité, elle commence par là. Et ils partent tous avec les mêmes chances de réussir. Voilà. Et ils réussiront que s'ils s'investissent dans les missions qu'on leur donne. Voilà. Bon, je vais un petit peu vite. Bon, pas grave. Alors, vous l'avez bien compris, hein, le statut de militaire à titre étranger, c'est une exception juridique. Voilà. Et donc, qui est quand même assise sur un décret, le décret de 2008. Hein. Alors, c'est une exception parce qu'évidemment, ils ne sont pas des ressortissants français. L'identité, ce n'est pas forcément l'identité réelle. Et judiciairement, ils ont peut-être des choses à se rapprocher dans leur pays. Voilà. Voilà. Nous, on leur demande, quand ils veulent s'engager, de régler tous les problèmes avec leur pays d'origine. Voilà. On lui dit, tu retournes chez toi, tu reviens dans 6 mois, si tu es vraiment motivé, tu reviens dans 6 mois, 1 an, mais d'abord, tu règles les problèmes avec ton pays. Voilà. Voilà. Alors, les règles de vie. Alors, c'est là où je rejoins un petit peu la liberté. Voilà. Effectivement, un légionnaire, hein, il ne peut pas se marier dans les 5 premières années de service. Il faut qu'il demande l'autorisation au ministre de la Défense. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Voilà.
Mais cette liberté, c'est la liberté, c'est le droit au rapport. Alors le droit au rapport, c'est un légionnaire, il peut demander à voir son chef de section dans son bureau pour lui dire s'il a un problème. Voilà. Il peut demander à voir son capitaine si ça ne passe pas avec le chef de section. Il peut demander à voir son colonel. Il peut demander à voir le général. Voilà. Donc il y a des légionnaires qui viennent voir le général pour régler leurs problèmes. Voilà. Donc ça fait partie des libertés. Voilà. Donc là, on a souvent avec la gendarmerie, il y a des légionnaires qui arrivent en fin de service, qui passent le concours de gendarmerie. Et donc on est obligé d'arrêter leur contrat à la Légion étrangère pour qu'ils puissent signer un contrat à la gendarmerie. Voilà. Donc, le général donne son accord ou pas. Évidemment, tout le monde avant a donné un avis défavorable, mais le légionnaire, il va demander au général. Voilà. Et en allant au général, ça peut passer. Voilà. Le dernier, c'est passé. Voilà. Donc ils ont tous le droit au rapport. La tenue. Un légionnaire qui a moins de 50 services, quand il sort en ville, il sort en tenue, voilà, avec son képi blanc sur la tête. Et là, aujourd'hui, il y a des mesures avec le plan Vigipirate, le plan Cuirasse. Les légionnaires de moins de 50 services ne peuvent plus sortir en tenue, parce qu'ils représentent des cibles. Voilà. Moi, j'ai posé la question à mon conducteur, qui est caporal-chef. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses, toi, de port de la tenue civile pour les légionnaires moins de 50 services? Il m'a dit, moi, vous savez, moi, j'arrive de Madagascar. Avant Madagascar, j'étais rien, quoi. J'étais malgache. Et maintenant, je suis légionnaire. Et donc, je suis fier d'être légionnaire. Et donc, je suis fier de porter mon képi blanc dans les rues partout en France. Voilà. Bon, c'est un étranger qui m'a dit ça, hein, c'est pas un Français. Vous voyez, ça peut aller. Donc, ils sont très fiers de leur tenue de légionnaire, de leurs conditions de légionnaire, parce qu'ils sont quelqu'un. Voilà. Bon, la réduction de grade également, un légionnaire qui accumule des sanctions. Hein. La punition ultime avant de le mettre dehors, c'est de le réduire de grade. Donc un adjudant peut se retrouver rapidement, il peut se trouver sergent ou caporal-chef, un caporal-chef, caporal. Bon, et après, derrière, c'est de reconstruire sa carrière. Voilà, donc c'est une possibilité qui existe chez nous. Bon, je vous l'ai dit, le logement en ville, comme il peut pas faire d'emprunt, donc il peut pas difficilement avoir un logement en ville. Acquisition du véhicule, ça veut dire carte grise, assurance, lieu de stockage pour la voiture. Bon, pour un légionnaire, c'est pas possible. Voilà. Et souscription d'un emprunt, j'en ai parlé, hein, ils n'ont pas de carte d'identité civile, donc ils ne peuvent pas souscrire un emprunt. Voilà. Mais toutes ces règles-là, si vous voulez, elles sont inscrites dans le marbre. Mais un légionnaire peut très bien demander le rapport de son capitaine ou du colonel ou du général pour dire, voilà, mon général, moi, j'ai ma famille qui est en Pologne, ma mère qui est en train d'être hospitalisée et j'ai besoin d'argent pour payer pour les frais d'hospitalisation et je demande l'autorisation de faire un emprunt. Ben, on va lui dire oui, tu peux faire un emprunt, mais ne le fais pas à la banque, fais-le au foyer d'entraide de la Légion étrangère, parce que là, on te fera un emprunt à 0%. Voilà. Donc, voilà, c'est pas une privation de liberté. Voilà, tout est négociable. On peut tout s'arranger par le dialogue. Voilà. Chaque légionnaire est un cas particulier. Alors, effectivement, comment on peut fidéliser des étrangers? Alors, pour la parole donnée, je leur dis, voilà, tu as signé ton contrat, ta signature... Ça vaut quelque chose pour moi, j'espère que ça vaut la même chose pour toi. Voilà, on a un code d'honneur. Alors dans le code d'honneur, on retrouve les notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Hein. Dans l'article 1, c'est légionnaire, tu es volontaire pour servir la France avec honneur et fidélité. Moi, le mot que je retiens, c'est volontaire. Voilà. Il est venu librement, la Légion étrangère. Personne... C'est pas moi qui suis allé le chercher pour qu'il fasse un contrat à la Légion étrangère. Donc il est venu librement et il est volontaire. Voilà. Ensuite, la légalité, hein, dans le deuxième article du Code du légionnaire, chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race et sa religion. Voilà.
C'est-à-dire c'est le principe de la laïcité, c'est-à-dire qu'on respecte les religions, on respecte les races, et on respecte la nationalité, on respecte ses camarades. C'est fait sur le respect. Voilà. Et la fraternité, hein, donc à ton camarade, hein, tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui unit les membres d'une même famille. Voilà, c'est là, ça la fraternité. Donc des légionnaires, quand ils se battent, voilà, parce que ça arrive, hein, il y a le taux de testostérone qui monte parfois, donc ils se battent, et ben on les sanctionne parce qu'ils se sont battus, et ça enfreint l'article 2 du Code du légionnaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, on les retrouve bras dessus, bras dessous, en train de boire ensemble. C'est comme ça. Voilà, alors la pédagogie, c'est une seule langue. Alors comme je vous dis, mon travail, c'est parfois de faire des rappels, des règles. Donc on entend, quand on fait des footings, des activités de cohésion, on entend des légionnaires parler russe ensemble. Alors tout de suite, je leur dis non, tu parles français, parce que le légionnaire qui est malgache à côté, il ne comprend pas ce que tu dis, quoi. Donc en permanence, voilà, depuis que je suis colonel, maintenant, je fais des remarques, parce que si je ne les fais pas, personne ne les fait, quoi. Voilà. Bon, une histoire commune, comme je vous l'ai dit, il y a le musée de la Légion étrangère, et donc le fait marquant de la Légion étrangère, c'est Cameron, c'est le combat de Cameron, où les légionnaires ont accompli la mission jusqu'au bout et à tout prix. Voilà. Il y a aussi des combats qui ont lieu en Indochine, à Futong Toa, voilà, où les légionnaires sont battus jusqu'au bout, en attendant la relève qui est arrivée. Voilà, donc c'est cette idée aussi de mission sacrée à accomplir jusqu'au bout et à tout prix, c'est quelque chose qui est bien ancré dans la tête des légionnaires. Le code d'honneur, hein, je vous ai cité quelques articles. Comme je vous dis, ils apprennent le code d'honneur par cœur et après, ils comprennent à quoi ça sert. Des règles adaptées, voilà, il y a un corpus de règles, mais ensuite, ils ont l'accès à leur chef pour régler leurs problèmes. Voilà. Et je veux dire, il y a une bienveillante fermeté. C'est comme ce que nous disait le professeur ce matin. On est assez paternaliste dans notre style de commandement. Voilà. Et on comprend qu'un légionnaire qui arrive à 3-4 ans de service puisse péter les plombs parce que c'est difficile. Donc voilà, il pense à être sectionné et puis on peut lui dire tiens, prends une semaine de permission, va te reposer à la Malmousque, tu reviens dans une semaine. Puis on se revoit dans une semaine, on en reparle. Voilà. Donc ça peut se passer comme ça aussi. Voilà. Donc un commandement bienveillant et paternaliste. Voilà. Peut-être un petit peu trop. Peut-être. C'est un petit peu le défaut des militaires. Quand ils se reconvertissent, c'est d'être un petit peu trop paternaliste. C'est ce qu'on nous dit. Mais on accorde facilement une deuxième chance, une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà. Alors j'ai repris ce diagramme d'une étude qui avait été lancée par le général Darry quand il était général commandant de la Légion étrangère. Donc c'est la motivation. C'est la pyramide de Maslow. Voilà. Donc appliquée à la Légion étrangère. Voilà. Donc on voit le besoin de sécurité, il a un contrat. Donc il sait au moins que pendant 5 ans, il va être payé. Donc c'est quand même une sécurité financière. Qui peut renouveler son contrat, s'il veut, au bout de 5 ans. Qu'à la fin de sa vie, voilà, s'il n'a pas de famille, il pourra terminer sa vie dignement à l'Institution des Invalides de la Légion étrangère. Actuellement, on a 90 pensionnaires qui vont de 35 ans à 98 ans. Voilà. Et là, on a des jeunes légionnaires qui vont rentrer, tout simplement parce qu'ils ont réformé suite à un accident. Et puis la pension de réforme ne leur permet pas de travailler. Et puis ils ont des soucis à trouver du travail sur Marseille. Donc ils savent qu'à la Légion étrangère, à Piloubier, ils paieront des frais minimums d'hébergement, hein, le temps de se reconstruire et de chercher du travail dans la région. Voilà. Donc Piloubier, ce n'est pas qu'un mouroir pour les anciens. Voilà, c'est quelque chose de spécifique pour la Légion étrangère. Et on nous a demandé, parce qu'on veut tout normer, on nous a demandé de
d'établir, de faire depuis l'oubli un EPAD, un établissement public hébergeant des personnes en difficulté ou des personnels dépendantes. Voilà. Mais non, c'est pas ça. Nous, on ne veut pas rentrer dans cette boîte à chaussures. On a aussi des légionnaires de 25 ans qui, un jour, auront besoin de rentrer à Piloubier parce qu'ils en ont besoin. Et parce que le commandement, on a décidé ainsi. Voilà. Donc, on ne veut pas faire de PAD. Voilà. Le besoin d'appartenance, alors la formation initiale à la solidarité en équipe, la fraternité d'armes, une nouvelle patrie, Legio Patria Nostra, la Légion est notre patrie, c'est ce qu'on apprend aux légionnaires. Une nouvelle patrie, voilà, prestigieuse. L'apprentissage du français. Généralement, un légionnaire, au bout de 5 ans, il parle bien français. Voilà, il parle bien français, on peut dire. Et un nouvel étage, j'en parlais, celui de légionnaire, il peut s'identifier, il est quelqu'un. Voilà, il est quelqu'un. Le besoin d'estime et de considération. Alors, l'exigence, l'entraînement, la tenue, l'excellence du comportement, l'équité également, l'égalité des chances, le système de reconnaissance avec des sanctions, des punitions, des récompenses. J'ai dit la possibilité de demander le rapport de son chef quand on a un problème, quel que soit-il. L'acquisition de la nationalité française. Alors, c'est dans le subconscient collectif, c'est automatique, la nationalité française. C'est pas du tout automatique. Chaque année, l'année dernière, on a eu 200 légionnaires qui ont emmené la nationalité française. Voilà. On en recrute 1700, et il n'y en a que 200 qui demandent la nationalité française. Simplement parce qu'ils sont fiers d'être italiens. Un Italien, il va rester italien. Un Anglais, il ne va pas demander à être français, il va rester anglais. Ouais, il y a des nationalités. Un Chinois, je dis à un Chinois, mais pourquoi tu ne demandes pas de nationalité française? Il me dit, si je viens français, c'est plus difficile pour moi de rentrer en Chine, je préfère rester chinois. Voilà. Donc, voilà, le mythe de la Légion, qui est une machine à naturaliser, des étrangers, c'est pas vrai. Le besoin d'accomplissement personnel, voilà, on les qualifie, comme je dis, quand on recrute un jeune, on pense tout de suite à lui établir un parcours professionnel. La possibilité de faire carrière, comme je vous dis, il y a certains qui vont jusqu'à 35 ans de service, 40 ans de service. Voilà. Et chaque année, le légionnaire est noté et il est en entretien, un entretien de progression avec son chef de section. Voilà, il est reçu et on lui dit cette année, tu as bien travaillé, tu as réussi ton stage dans les premiers, donc on t'oriente vers le peloton de caporal. Voilà, donc ils savent ce qu'ils vont faire dans leur parcours professionnel. Voilà. Et on attache beaucoup d'importance à des dossiers qu'on appelle des dossiers individuels de campagne. Voilà. Et tout le passé du légionnaire est tracé dans ce dossier, en particulier son parcours professionnel avec les orientations. Donc le capitaine, une fois par an, il fait une revue d'effectifs, c'est-à-dire qu'il voit tout le monde et il voit les dossiers en même temps. Si les dossiers ne sont pas remplis, le chef de section se fait remonter les bretelles. Et quand les légionnaires montent la garde au quartier, voilà, le chef de corps, il voit les dossiers individuels de chaque légionnaire qui monte la garde. Donc là, on peut voir également si les dossiers sont bien tenus et si les légionnaires sont orientés. Voilà. Donc il y a du commandement, mais du contrôle. Command and control, comme on dit. Alors, je suis passé un petit peu vite sur une diapo. Voilà, l'attrition. Voilà. La conduite de l'attrition des légionnaires. Donc là, vous voyez ces courbes-là. On est autorisé à avoir une attrition de 30% la première année. C'est-à-dire que sur 100 légionnaires qu'on recrute, on est autorisé à ce qu'il y en ait 30 qui ne poursuivent pas leur premier contrat. C'est-à-dire qu'ils demandent à partir la première année. Voilà. Ou nous, on peut dire, lui, on n'arriverait pas à le former parce qu'il a trop de problèmes. Donc, on dénonce son contrat. Voilà. Donc, sur 100 légionnaires engagés, il y en a 30, on est autorisé à en voir partir 30. Et on s'aperçoit que depuis 2011, notre taux d'attrition diminue. C'est-à-dire qu'en 2011, le taux d'attrition était de 38,7%. Et là, en 2014,
de 26,9%, donc c'est la courbe bleu clair. Et là, pour 2015, on est à 14,6%, bien en dessous des mêmes ratios et des mêmes pourcentages des années précédentes. Voilà. Donc les légionnaires, ils restent à la Légion étrangère la première année, alors qu'on en recrute 2 fois plus. Bon, on n'a pas encore compris pourquoi. Peut-être la situation économique, peut-être que le fait d'être plus nombreux et moins encadrés, ouais, peut-être plus de liberté. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un petit peu exploratoire, parce que je pense que derrière, on va avoir aussi les faits de sécurité qui vont peut-être aussi augmenter. Voilà. Voilà, la solidarité, donc je veux dire la fraternité, ben, c'est à travers l'entraide et la solidarité et à travers nos 2 établissements publics que sont le FELE, Foyer d'entraide, et le Cercle mixte de la Légion étrangère, le CMLE. Et les légionnaires vont aider les anciens, les jeunes légionnaires vont aider les anciens à ramasser du raisin à Puloubier pour faire le vin de Puloubier. Voilà. Et les anciens également, bah, ils participent à la solidarité en travaillant dans les vignes. Voilà. Et à chaque fois, c'est quand même un grand moment de rassembler des jeunes légionnaires avec des anciens légionnaires, des vieux légionnaires, parce qu'il y a quand même une fusion qui se fait tout de suite. Voilà. Quand je vois partir les légionnaires le vendredi, je leur dis, la Légion ne va pas s'arrêter demain. Donc rapprochez-vous d'une société, une amicale des anciens de la Légion étrangère, et voilà, vous conserverez toujours le lien. Et effectivement, les jeunes, quand ils s'en vont, ils se rapprochent des anciens, parce qu'ils cherchent un logement dans une ville, ils cherchent un travail, ils cherchent des écoles, voilà, pour leurs enfants, tout ça. Donc c'est la solidarité, elle va jusqu'à la mort, et même après, parce que on s'occupe des urnes funéraires, voilà, on les déplace de lieu de sépulture en lieu de sépulture. Là, je représente le général des obsèques, donc j'ai fait les obsèques de l'adjudant-chef de Sabot, un Hongrois, 88 ans, une quarantaine d'années à la Légion étrangère. Il était enterré à Nice. Sa famille a été réduite à ses 2 filles, parce qu'il est étranger, et il y avait une quarantaine d'anciens légionnaires de l'association des légionnaires de Nice, voilà, et dont le président est l'ancien maire de Nice, M. Perrat, qui était lieutenant avec Mesmer et Simon à la 13e DBLE à la belle époque. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vois un grand homme politique comme ce maire de Nice, qui effectivement, lui aussi, décide d'être président d'une amicale de légionnaires, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs quand même. Il vient là parce que ça lui manque. Et nos jeunes légionnaires, c'est pareil, ça leur manque aussi, donc ils sont là. Et je suis allé à l'enterrement du lieutenant-colonel Bévalo à Besançon. Là également, lui il était français, donc beaucoup plus de personnes civiles, je veux dire, à son enterrement. Mais là également était présent l'amicale de Franche-Comté, l'amicale de la Haute-Marne et l'amicale de la Côte d'Or. Voilà, la solidarité, c'est ça, quoi. Voilà, je suis parfois surpris, voilà, parce que je vois. Voilà, donc je vous en ai parlé. Un légionnaire, le régiment, c'est vraiment sa maison. Et là, donc on s'installe au Larzac. Et en termes d'infrastructure, bon, c'est différent que si c'était un régiment de l'armée de terre. Parce que, par exemple, le distributeur de billets, nous, il ne doit pas être à la sortie du quartier. Parce que le légionnaire ne sort pas prendre l'argent et il va en ville. Lui, il consomme tout dans le régiment. Il va au foyer, il consomme au régiment. Donc le distributeur, il doit être à côté du foyer ou à côté, voilà, il doit être dans le quartier. Voilà. Donc c'est une différente façon de fonctionner et de vivre. Bon, on dit qu'un légionnaire, c'est un terrien embarqué à l'année. Voilà, donc, bon, je détaille un petit peu ici notre action sociale et notre système de restauration loisirs, qui s'appuie sur nos 2 établissements publics. Et là également, voilà, tout ça, c'est normé. Donc le FELE, il est reconnu établissement public sous tutelle du ministère de la Défense par la loi de programmation militaire de 2013. Voilà. Ce n'est pas un truc qu'on a fait en loose day. C'est normé. Le CMLE également, il est aussi normé par un décret. Voilà. Donc, directive du SEMA 2012. Et en
janvier 2014, un arrêté de création du cercle mixte de la Légion étrangère et dissolution du cercle mixte. Voilà. Voilà. Enfin, le rayonnement et le patrimoine. Alors, comme je vous l'ai dit, on a un bureau production qui produit un magazine qui s'appelle Képi Blanc, qui relate les missions des légionnaires au quotidien. Une cellule audiovisuelle pour produire des films que l'on vend à Cameroun. Une cellule web, parce que quand je dis le recrutement maintenant, ça se fait sur Internet. Hein. On fait comme Daesh. Hein. Daesh, il recrute sur Internet. Donc nous aussi, on s'y met. Quand un jeune veut s'engager, comment s'engager à la Légion étrangère, on essaye d'être les premiers à lui répondre pour lui donner les bonnes informations. Voilà, pour lui dire, présente-toi au poste d'information de Perpignan. Voilà. Donc là également, on est en train de réfléchir sur notre système de recrutement et arrêter d'avoir peut-être des postes d'information qui sont sur le territoire national, mais concentrés par une cellule par Internet. Voilà. Bon, un bureau communication, parce que pour gérer les médias quand il y a des situations de crise, par exemple quand il y a eu l'accident des 6 légionnaires qui sont décédés en montagne, à Valfréjus, bon, ben, notre cellule de communication a été mise à contribution pour donner les bons éléments de langage pour pouvoir répondre aux médias. On a la musique de la Légion étrangère, vous en avez parlé. Et puis également, on fait ce qu'on appelle la communication institutionnelle, hein, puisque on rayonne dans les médias régionaux et puis nationaux également. Voilà. Et on a un bureau patrimoine avec un musée, donc je vous en ai parlé, où vraiment il y a toutes les valeurs de la Légion qui sont conservées, je dirais même. Et on a un centre de documentation avec tous les journaux de marche et des opérations des régiments en opération. Donc on a des véritables œuvres d'art écrites à la main par des légionnaires peut-être de 45, 50. Voilà, et qui est à disposition des chercheurs. Voilà, il y a un chercheur qui faisait une étude sur les guerres en contre-insurrection. Voilà, donc il est venu consulter les journaux de marche et d'opération qu'il y a au centre de documentation. Voilà. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter pour vos recherches. Voilà. Ou venir visiter Aubagne avec vos élèves. Voilà. Donc la Légion étrangère, c'est ni une banalisation, ni une exception. Voilà, c'est une singularité et qui est normée par des textes, par la loi, par des décrets. Voilà. Depuis 1831, plus de 40 000 légionnaires sont morts pour la France. Ils sont devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Donc ça, c'est aussi la loi française qui nous permet si le légionnaire le souhaite, d'être naturalisé parce qu'il a été blessé en opération, parce qu'il a versé son sang pour la France. Voilà. Mais ce n'est pas encore automatique, il faut qu'il le veuille. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça repose sur des fondamentaux solides, des fondamentaux solides, reconnus, cohérents, le code du légionnaire, les chants à la Légion étrangère, le fait de parler qu'une seule langue, le français. Voilà, tout ça, c'est les fondamentaux. Et je pense que c'est aussi votre travail au quotidien de rappeler les fondamentaux et que vous le faites très bien. Voilà. Voilà. À titre personnel, j'étais intervenu il y a 5 ans déjà au Trinôme académique, c'était sur le lien armée-nation. Voilà. Et j'avais dit ce qui donnait du sens à mon métier, à ma vocation, c'était de voir des enfants de 5e chanter la Marseillaise lorsqu'il y a des cérémonies le 8 mai et le 11 novembre. Voilà, donc moi je vous encourage à venir ces jours-là. Voilà. C'est pas la peine de créer des nouveaux modules. Voilà. Il y a des modules tout faits qui existent déjà. Voilà, il suffit de venir et de participer aux cérémonies. C'est là où on peut vraiment, voilà, on touche du fond et du doigt et on vit les valeurs de la République, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, je vous remercie. Merci, colonel, pour cette présentation de la Légion et de la manière dont elle intègre les valeurs de la République.
Bon, je crois que par rapport aux interventions que nous avons eues ce matin, donc on a plongé dans un monde pratique cet après-midi.